Bonjour, aujourd'hui un podcast sur le contexte du merveilleux roman d'Albert Camus intitulé La peste. Alors voici donc Camus en 1937, donc un peu avant la gestation de la peste. Le nom de l'œuvre, c'est bien sûr La peste. Voici ici la première couverture du livre de poche. Le roman est paru en 1947. Il me semble que c'est une couverture assez intéressante puisqu'on voit en fait le narrateur qui se distingue maintenant de l'ombre et qui contemple la ville d'Oran. Donc c'est à la fois, je trouve, une référence au début où on a la description de la ville d'Oran du premier chapitre et à la toute fin où on découvre l'identité du narrateur. Nous allons parler d'abord de la gestation de l'œuvre. C'est une œuvre intimement liée à la guerre. Évidemment, il y a eu quelques fragments en 1938 et l'œuvre a été entamée dès 1942, le premier manuscrit ayant été fini en 1943. Je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit de la Seconde Guerre mondiale. On a ici une photo de Kiev en ruine en 1945. D'accord ? Il a évidemment parallèlement écrit L'étranger, qui sera fini, lui, en 1940 et paru en 1942. Et dès 1941, il a dans l'idée un roman. Il avait eu quelques fragments en 1938, mais là, maintenant, l'idée se précise. Un roman qui s'intitulera La peste. Et il va commencer activement à se documenter sur le fléau. Le narrateur extérieur et anonyme ne sera introduit que plus tard, c'est-à-dire en 1943. L'expérience de la guerre va vraiment transformer le récit. Camus l'écrit en 1955. La peste, dont j'ai voulu qu'elle se lise à plusieurs portées, a cependant comme contenu évident la lutte de la résistance européenne contre le nazisme. Il me semble que ça c'est une citation très importante. On continue. La preuve en est que cet ennemi qui n'est pas nommé, tout le monde l'a reconnu et dans tous les pays d'Europe. La peste, dans un sens, est plus qu'une chronique de la résistance, mais assurément, elle n'est pas moins. D'accord ? Donc, il y a tout un travail sur le fascisme. Je vous ai donné ici une photo d'une cérémonie nazie avant la guerre, une date inconnue, mais on a aussi le fascisme en Italie en particulier. D'accord ? On a aussi un extraordinaire travail sur le style. On a plus de 1500 variantes, d'où la publication tardive en 1947. Nous allons maintenant passer à la réception de l'œuvre. Camus, comme tous les grands écrivains, doutait fort de la valeur de son roman. On va avoir une petite citation qui nous l'indique. « Je suis bien coupable, mais les choses ne font pas fort pour moi. Au bout du compte, j'ai fini La peste. Mais j'ai l'idée que ce livre est totalement manqué, que j'ai péché par ambition et cet échec m'est très pénible. Je garde ça dans mon tiroir comme quelque chose d'un peu dégoûtant. » C'est une lettre de doute à Louis Guillou en 1946. Pourtant, l'accueil est unanime de la part d'une nation qui se remet très lentement des traumatismes de la guerre. Il y a aussi l'idée d'absence de mélodrame qui a contribué, je crois, à la postérité de la peste. Bien sûr, son œuvre explique en partie, au moins, la reconnaissance internationale du prix Nobel de littérature qui va être décerné à Camus en 1957. On le voit ici lors de la cérémonie de remise du prix Nobel. Alors, maintenant parlons un tout petit peu du contexte politique, social, historique et artistique de la publication. On avait déjà parlé de la guerre, reparlons-en un tout petit peu. C'est la pire guerre de toute l'histoire de l'humanité, malheureusement. Elle aura fait au total à peu près 50 millions de morts, tous pays confondus. Le résultat en particulier de la montée du fascisme en Europe, Hitler en Allemagne, Mussolini en Italie. Il faut aussi prendre conscience que la peste est une métaphore. Pourquoi ? Puisque on a cette périphrase qui est très connue où on parle du fascisme comme de la peste brune et c'est donc cela que Camus essaye de dénoncer dans son roman. En référence aux chemises brunes qui sont portées par Hitler et les SA, les sections d'assaut en allemand, à partir de 1925, dont on a un exemplaire ici.
La pire guerre de toute l'histoire de l'humanité aussi à cause de l'horreur des camps de prisonniers, les camps de concentration, les camps d'extermination, tristement célèbres. Hein, voici la photo de l'entrée du camp d'Auschwitz avec cette devise, hein, le travail rend libre. On a aussi le traumatisme lié aux bombes atomiques qui ont été lancées pour la première fois également. Hein. On a ici une photo de Nagasaki lors de l'attaque. Donc tous ces traumatismes vont provoquer vraiment une prise de conscience de la part des intellectuels et des écrivains de l'époque. Là, c'est l'équipage de l'Enola Gay, donc l'avion hein, qui a lancé la bombe. Il y a aussi quelque chose d'un tout petit peu particulier à la France, hein, une sorte de honte liée à la collaboration avec le régime nazi. Puisque celle-ci n'a pas pu être contestée, il y a eu vraiment une scission de la population entre les résistants, ceux qui voulaient résister contre l'oppresseur, et les collaborateurs, ceux qui ont collaboré avec le régime nazi. On a par exemple un résistant très célèbre qui s'appelle Jean Moulin, assassiné en 1943 par la Gestapo. On a un gouvernement à l'époque qu'on considérait de la France libre, entre guillemets, présidé par le maréchal Pétain. Malheureusement, celui-ci va être un sympathisant des idées nazies et donc va faire partie des collaborateurs et non pas des résistants. Voici une image de propagande, hein, français, venez à moi avec confiance. Malheureusement, donc il va participer à l'extermination du peuple juif, par exemple avec la rafle du Veldiv en juillet 1942. On a une rafle de plus de 13 000 personnes, dont environ 4 000 enfants, avec l'aide du régime de Vichy, qui mobilise pour l'occasion plus de 7 000 policiers et gendarmes. Il y aura moins d'une centaine de personnes qui vont survivre, dont aucun enfant malheureusement. Hein. On a une photo ici très, très touchante et très poignante de cette rafle du Veldiv, le vélodrome d'hiver, hein, qui était un grand stade réservé aux courses cyclistes. Bref, donc tout ce traumatisme de la guerre est en arrière-plan de la peste. L'après-guerre est une période intense de reconstruction de la France, d'accord ? Et donc, bon, c'est un tout petit peu après la peste. En 1949, le PIB rejoint son niveau d'avant-guerre, ce qui marque la fin de la reconstruction sur le plan économique. Par contre, les premières années d'après-guerre sont difficiles, hein, tant du point de vue économique que psychologique. Hein. On a le traumatisme des événements, on a toutes les séparations, les spoliations, les décès et cette espèce d'incompréhension générale. C'est là-dessus que va s'appuyer Camus pour écrire La Peste. Voici par exemple une photo hein, touchante aussi de Berlin en 1945, hein, vraiment détruit. De plus, les premiers procès de nazis ont lieu à Nuremberg en 1945 et 1946. Voilà, hein, donc un exemple, une photo de ces procès. De nombreux nazis ont pu fuir, en particulier en Amérique du Sud. Joseph Mengele, par exemple, un docteur nazi très célèbre du camp d'Auschwitz, a mené une vie relativement paisible en Argentine, puis au Paraguay. Donc on a toujours cette question, qui va s'en sortir, qui on va pouvoir accuser, qui on va juger. Voici maintenant quelques renseignements biographiques aussi utiles pour comprendre un tout petit peu l'impact de la peste. Donc vous avez Camus, hein, une photo très célèbre de lui par Henri Cartier-Bresson, un photographe célèbre. Il est né en 1913 à Mondovì en Algérie, qui était à l'époque une colonie française, hein, d'où son attachement pour l'Algérie et puis une présence très forte évidemment de l'Algérie dans son œuvre. Son père est mort au front pendant la Première Guerre mondiale, il l'a à peine connu. Sa mère était illettrée et lui reçoit une bourse d'études. Il a été remarqué par son professeur qui va l'aider à faire des études brillantes. Il devient brièvement communiste en 1935-37, mais quitte ensuite le parti pour s'engager dans la lutte antifasciste avant la guerre, dès le début vraiment du fascisme en Europe. Il commence à entrer dans les cercles littéraires dès 1935, et puis il commence son œuvre littéraire avec en particulier Caligula en 1938 et Noce en 1939. On note une coïncidence entre son œuvre et l'existence du fascisme en Europe. Hein. C'est vraiment à ce moment-là qu'il commence à écrire, aux alentours de 1937-38. Il s'engage en 1939 hein, pour aller partir au front, mais il est rejeté pour des raisons de santé. Il est condamné pour ses vues relativement pacifistes sur la question.
et il doit s'exiler en France en 1940. Et c'est là qu'il va écrire son chef-d'œuvre, L'étranger. Il épouse une femme qui s'appelle Francis Faure en 1940, qui est oranaise, hein, comme par hasard. La peste se passe à Oran. Il passe l'année 1941 à Oran, mais doit repartir en France pour des raisons de santé. Il est donc séparé de sa femme pendant la durée de la guerre, tout comme le docteur Rieu. Alors là, c'est assez intéressant de voir une toute petite correspondance entre sa vie et son œuvre. Il va publier simultanément deux chefs-d'œuvre, hein, L'étranger, qui est un roman, et puis Le mythe de Sisyphe, qui est un essai philosophique, le tout en 1942. Il va entrer dans l'organisation résistante qui s'intitule Combat en 1943, donc il est vraiment engagé politiquement et physiquement, hein, dans la guerre. Et puis il y aura aussi toute une série d'engagements pour des causes politiques après la guerre. Il devient une figure littéraire et politique importante. Il a une sorte de consécration avec la peste en 1947. C'est vraiment là qu'on le reconnaît comme un très grand écrivain. Ensuite, une autre œuvre qui s'intitule L'homme révolté suscite une controverse, et en particulier parce qu'elle dénonce l'idéologie marxiste. Il va recevoir le prix Nobel de littérature en 1957 et malheureusement, il va mourir dans un accident de voiture en 1960, comme si un petit peu ça représentait toute sa théorie sur l'absurdité de la vie. Voilà, merci.